Donc bonjour, on accueille aujourd'hui Jean-Christophe Bailly, qui est le patron, l'initiateur, le concepteur de NovaQuark. NovaQuark est un studio de développement de jeux vidéo créé en 2014, qui développe un MMORPG. J'avais noté Open Sandbox World, on en parlera, qui s'appelle Dual Universe. C'est exact. Je l'ai bien dit, jusqu'à là tout va bien. Parfaitement. Donc l'idée c'est de voir un petit peu d'où vous venez, où vous allez, qu'est-ce que c'est que Dual Universe, comment vous l'avez financé, parce que le point de départ de cette interview et de cette entrevue, c'est que vous avez alors c'est pas le record, mais pas loin quand même, puisque vous êtes le 3e plus gros financement participatif de jeux vidéo. Au monde. De l'année 2016. De l'année 2016 uniquement. Donc cette année-là, il y a eu deux financements qui ont été supérieurs. Et c'est une très belle réussite pour nous parce qu'on n'est pas un gros studio connu, on n'a pas une grosse IP qui est connue depuis des années, on n'a pas des stars du jeu vidéo dans l'équipe. Donc, non mais il y a voilà. Une star de la robotique dans l'équipe. Ouais. Mais ça, ouais. je suppose que ça a un peu aidé. Justement, donc on va refaire un petit peu le parcours. Donc, vous êtes né en 74, c'était une information importante, entrepreneur scientifique et développeur de jeux vidéo français. De plus en plus importante. Ouais. Les années passant. Mais en même temps, ça permet justement de réussir des financements participatifs. Vous êtes issu de l'École Polytechnique de Paris, vous êtes ce qu'on appelle un X. Vous avez un doctorat en intelligence artificielle et en robotique à l'Université de Paris 6. Donc c'est quelque chose que vous connaissez bien, l'intelligence artificielle, oui. Que vous avez d'abord appliqué à la robotique, dans le robot, avec une première société que vous avez créée qui s'appelait Ghostai. C'est exact. C'est ça, qui a ensuite été revendue à Aldébaran. Exactement, oui. Qui est devenu SoftBank. Mais donc voilà, très orienté intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une vraie continuité entre l'intelligence artificielle qu'on peut appliquer à la robotique et celle qu'on peut appliquer dans le jeu vidéo? Je pense pas. En tout cas, il y en a pas sur les sujets que je traitais. Donc ça pas vraiment il n'y a pas de lien. C'est simplement des passions dans les deux cas. Je suis passé d'une passion à une autre passion. Je continue à m'intéresser et à réfléchir à des sujets sur l'intelligence artificielle. Mais non, il n'y a pas de lien. Il y a pas de voilà. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, ça me plaît bien d'ailleurs de changer, d'évoluer, d'aller vers d'autres, de découvrir. Ça reste de l'informatique quand même. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup. Les points communs, si on veut, c'est qu'il y a beaucoup de technologies, c'est des technos assez compliqués, etc. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien. Mais non, il n'y a pas. D'accord. Donc vous créez Ghostai, que vous revendez un peu après, et vous vous dites, tiens, je vais faire du jeu vidéo. Oui. Ça se passe comme ça? Comment ça se passe? Ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à un projet de jeu vidéo qui est Dual Universe, dont on va parler. Donc c'est un vieux rêve en fait que j'ai depuis longtemps et que j'ai petit à petit l'idée de le faire vraiment a mûri et je suis passé à l'action en 2014. En fait, je suis passé à l'action après avoir justement développé un prototype techno pour vérifier les idées que j'avais qui rendaient possible quelque chose d'assez... développé? Oui. Et justement, c'était le point de départ. C'est vérifier que c'était pas complètement fou et qu'on pouvait scaler, donc monter en charge sur des techno-serveurs, on va en reparler, sans quoi tout le concept et toute l'idée du univers, aucun intérêt, ça marche pas, ça sert à rien. Donc du coup, c'était le point de départ et ça a été le déclencheur de pouvoir se convaincre que c'était faisable. En fait. En quelques mots, je pense que c'est intéressant de savoir ce que c'est que Dual Universe, parce que comme on en parle, voilà. Alors, juste en quelques mots, sans trop en dire, parce qu'on va essayer de vraiment décliner le sujet à la fin. Donc, en quelques mots, c'est quoi? Très très simple, c'est vu de très très loin, donc c'est un MMORPG science-fiction sandbox, où il y a vraiment deux innovations caractéristiques. C'est la première, c'est que tout le monde est dans le même monde au même moment. C'est ce qu'on appelle un single shard, c'est-à-dire qu'il y a une seule et unique réalité partagée potentiellement par des millions de joueurs qui jouent tous dans le même monde. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de temps de chargement, de choses comme ça. On est vraiment dans un univers avec plein de planètes et on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. La première chose, c'est un monde. Il y a plusieurs planètes, parce que quand on dit un monde,
J'imagine World of Warcraft, il y a des forêts, des... Non, là il y a des planètes. On est voilà, dans un univers au sens large, planètes, il y a des systèmes à explorer, mais etc. on peut se poser sur les planètes, on peut bien visiter sûr, les planètes. Bien sûr, voilà. Donc on est incarné, on est en première personne. On est à la fois micro et macro, quoi. Enfin, c'est ça, okay. Voilà. Et la deuxième caractéristique qui le rend, je pense, assez différent de tout ce que, en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est que tout est entièrement modifiable. Donc justement, ces planètes, on peut les creuser, on peut aller récupérer des matériaux, on peut creuser des grottes souterraines, des villes souterraines à 1 km de profondeur si on a envie, et on peut tout fabriquer dans le jeu. Donc on peut fabriquer ces vaisseaux, ces stations orbitales, ces villes, mais aussi ces systèmes économiques, politiques, financiers, territoriaux. Donc on peut créer une véritable civilisation entièrement pilotée par les joueurs eux-mêmes. En somme, Dual Universe, c'est un univers continu, gigantesque, partagé potentiellement par des millions de gens au même moment dans le même monde, et dans lequel tout ce que tu vas voir dans le jeu est entièrement généré par les joueurs eux-mêmes. Donc les vaisseaux, l'environnement, les histoires, l'économie, tout est entièrement player-driven, comme on dit. D'accord. Les mondes ne sont pas générés par les joueurs eux-mêmes. Non, les mondes eux-mêmes, ils sont générés par un algo de génération procédurale. C'est à la mode, hein, c'est des trucs qui génèrent des planètes entières. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est plein de choses nouvelles aussi qu'on apporte sur ça, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Spécial sur le procédural. Pas de problème. Cela dit, volontiers. Je pense que c'est très intéressant. Super, donc vous créez la société NovaQuark pour développer Dual Universe. Comment on dit d'ailleurs? On dit pas dual? En français on dit dual, oui, mais en anglais dual. Dual Universe. Ok. Et à un moment donné, il faut le financer. Donc au départ, vous avez des investisseurs. Alors, ouais, on démarre avec des investisseurs, à manière assez classique de start-up. On lève des fonds. Moi, j'ai un peu un réseau de gens que je connais. Un bon background. Donc moi, j'ai mis aussi un peu d'argent. Et donc voilà, on démarre. Confiance. Et la deuxième étape, c'est pour avoir des investisseurs plus importants, lever plus de fonds, il faut qu'on soit capable de crédibiliser le projet. Aussi bien au niveau technique, mais aussi au niveau marché, montrer que ce concept qui est quand même assez original va plaire aux gens. Donc on se dit, bah voilà, on va essayer de faire joindre les deux problèmes en même temps, c'est on va montrer que ça marche, que ça plaît aux gens, et on va essayer de trouver une source de financement. Et la réponse à ça, c'est le crowdfunding, enfin le financement participatif, et on a choisi Kickstarter pour ça. Donc ça a très très bien marché. Comme tu as dit, on a été le 3e plus gros Kickstarter au monde en 2016 sur le jeu vidéo. C'est inespéré pour nous parce que on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un track record, on n'a pas un titre très connu, on fait pas la énième version d'un jeu que tout le monde connaît, on n'a pas dans l'équipe des grandes stars du jeu vidéo qui rassurent. C'est ça qui a plutôt fonctionné jusqu'à présent dans tout ce qui était crowdfunding. Ouais. C'était des gens qui, voilà, soit c'était... c'est ça, quand tu regardes les grands succès, il y a toujours l'un ou l'autre ou les deux en même temps, ces ingrédients. Voilà, et là, il n'y a pas. Par exemple, ceux qui étaient devant nous, c'était System Shock, le remake. Voilà, et l'autre, c'est les Chronicles of Elyria, qui est en fait constitué d'une équipe de vétérans de très très haut niveau. Ouais. Donc, on n'avait pas ça. Donc ce qu'on avait, c'est un gros pari quand même. Le pari, c'était de convaincre les gens, d'abord avec des vidéos, de la réalité de la techno, du fait qu'on avait quelque chose qui était solide, et puis d'expliquer le concept qui est très excitant, qui est un vieux rêve du jeu vidéo. En fait, ça fait aussi longtemps que je me souvienne, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent, un monde où vraiment tu es libre de faire ce que tu veux, d'explorer, de construire, d'imaginer, en fait de t'imaginer un personnage et de l'incarner et de vivre ce que tu as envie de vivre. Donc ça, c'est pas du tout nouveau, ça, c'est simplement très dur à faire, et puis tu as besoin d'un... C'est pas nouveau comme souhait. Voilà. Mais en même temps, ça reste relativement nouveau en réalité, puisque ça n'a pas encore réellement été fait. Je pense qu'on est les premiers à vraiment avoir quelque chose qui peut marcher pour réaliser ce vieux rêve. Donc ça, je pense que ça a beaucoup plu à la communauté. Il faut pas se leurrer. Quand on va sur Kickstarter, si on veut rassembler des fonds importants, il faut avoir une proposition excitante. Alors quelque chose qui est... voilà. Vous cherchiez combien au départ? Alors on cherchait 500 000, qui était une milestone ambitieuse. 500 000 dollars. Euros. 500 000 euros. Voilà. Et qui était une milestone à la fois ambitieuse, mais pas complètement irréaliste par rapport à nos besoins, et puis par rapport à notre visibilité. Et on a dépassé ça en atteignant 566 000 euros. Et on a continué ensuite, après le Kickstarter, sur une base de financement participatif à nous, qui prenait le relais. Et on est, je crois, aujourd'hui pas loin de 690 000 euros. Donc c'est un très beau résultat.
Et justement, donc, pour conclure ça nous permet de convaincre des investisseurs d'aller plus loin. Donc, aujourd'hui, nos investisseurs sont très intéressés pour poursuivre le financement et nous aider à nous développer sans compromettre la vision et l'ambition du jeu qui a plu aux joueurs. Donc c'est une façon de sceller la vision. Un des risques quand on cherche à se financer à tout prix, c'est que on a parfois des compromis à faire, réorienter. Donc on a verrouillé ce problème, et on a en même temps trouvé une source d'argent qui nous permet d'avancer. Donc voilà, c'est... Ok. Un élément que j'avais pas perçu et qui me semble être intéressant, c'est que le financement participatif peut aussi servir, c'est ce que vous aviez dit, à rassurer les investisseurs, puisqu'ils permettent de valider, entre guillemets, le produit auprès du grand public et de voir si le grand public adhère ou pas. Et là, pour le coup, on voit qu'il adhère, parce qu'il met de l'argent, c'est plus qu'adhérer. Bah oui, ça permet de résoudre le problème de l'innovation, enfin de convaincre quand on a quelque chose d'innovant. Des financiers, c'est difficile parce que qui dit innovant dit on l'a pas encore fait, donc il y a des risques, donc est-ce que ça a marché, est-ce qu'ils sont pas en train de rêver. Donc le financement participatif, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de prévalidation du marché. En plus de ça, une fois qu'on poursuit le développement du produit, si on fait bien les choses, on crée un canal de communication avec sa communauté, et donc on peut faire évoluer le produit en même temps qu'on le fait, en écoutant ce que la communauté dit. Donc on a plus de chances au final de faire un produit qui va plaire à sa communauté. Donc on a plus de chances de réussir, ce qui diminue aussi les risques. Vous avez eu un gros feedback, parce que du coup vous avez créé une communauté, parce que on a échangé par email un petit peu et par téléphone pour préparer l'émission, et je vous avais posé la question, parce que ce qui m'avait étonné, c'est qu'il y a déjà une grosse communauté. Je vous avais dit, mais ils ont joué à quoi? Pour l'instant, ils ont joué à rien. Ils ont joué à rien. Alors, il y a quelques personnes qui ont pu tester l'alpha, enfin la pré-alpha sur des stands où on a fait une journée porte ouverte aussi pour les gens à Paris. Le jeu tourne. Bien sûr. Tout ce qu'on montre comme vidéo, c'est toujours... Il y a pas de trucage. Milliers, voire dizaines de milliers. Alors, on a plus de 50 000 fans sur Facebook et on commence à être pas loin de 40 000 abonnés sur la newsletter, ce qui est colossal. Ce qui est encore plus excitant, je trouve, c'est que si on va sur notre site communautaire, on peut créer une organisation, une guilde, et on a déjà plus de 1500 organisations qui ont été créées. Alors, elles sont pas toutes... avec des chartes, c'est très sérieux. Les plus avancées ont pas loin de 500 membres, et c'est incroyablement sophistiqué, tout ce qu'ils ont préparé, enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc ça c'est très encourageant. Et sachant que le jeu n'est pas encore sorti, que tout ça c'est de la pure passion de gens qui adhèrent à la vision, c'est un gros plus pour démarrer, et surtout si on les écoute, surtout si on crée un canal. Parce que en plus, cette communauté s'exprime à des souhaits, à des demandes, à des requêtes. Donc ça permet réellement d'affiner le jeu. Alors, par exemple, ce qui est peut-être intéressant, c'est que NovaQuark, c'est encore une petite boîte, on va commencer à être une trentaine de personnes, néanmoins on a déjà 3 community managers. Si tu veux, c'est une proportion significative. Parce que, je pense que ça montre l'importance qu'on apporte à la communauté. La communauté va être super importante. Alors justement, comment est-ce que, pour revenir au Kickstarter, comment est-ce qu'on réussit son Kickstarter? Enfin, est-ce qu'il suffit d'avoir une bonne idée et je décris correctement ma bonne idée et les gens vont mettre du pognon tout de suite? Comment ça se passe? Alors non, ça c'est un prérequis. Si on n'a pas une bonne idée ou que c'est pas intéressant ou que il n'y a pas quelque chose, je pense que c'est pas la peine d'y aller. Néanmoins, ça suffit pas. Le Kickstarter, en réalité, je trouve l'erreur qu'on voit souvent, c'est les gens pensent que le Kickstarter va faire leur marketing, va faire leur visibilité. En réalité, c'est le point d'orgue d'une stratégie marketing, le Kickstarter. C'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup de mois en avance. On a commencé plus de 6 mois en avance à créer une communauté, à faire du buzz, à essayer d'avoir quelques articles dans des médias pour fédérer des gens autour d'un projet. Et à ce moment-là, une fois qu'on a atteint déjà une petite masse de gens qui sont curieux, via des vidéos, via tout un travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais ça s'est fait plusieurs mois avant. Ah oui. Et je pense que ça fait partie de... Je ne sais pas s'il y a une recette pour que le Kickstarter démarre tout de suite. Voilà, parce qu'au moment où le Kickstarter démarre, cet effet de patinage où on se dit tiens, il n'y a personne, il y a une dynamique. Si on étudie les Kickstarter, alors on les a aussi étudiés, on a étudié une vingtaine de Kickstarter qui ont réussi, une vingtaine de Kickstarter qui ont échoué dans des domaines qui étaient proches. Donc il faut vraiment travailler pour regarder ça. Mais en fait, on voit que c'est très important qu'au début ça démarre très fort.
parce qu'après il y a un plateau beaucoup plus lisse. D'accord, donc etc. vraiment il y a travailler des sur effets la psychologiques. communauté pour l'amener en fait, il faut teaser le Kickstarter. Oui. Okay. Le Kickstarter, c'est l'aboutissement d'un long travail de marketing qui se conclut par le Kickstarter. C'est pas, alors évidemment, le Kickstarter va amplifier. Si ça marche bien, justement, le bouche à oreille, c'est évidemment, ça améliore la visibilité du concept, de la boîte, du produit, etc. D'accord, donc leçon numéro 1, il faut teaser le Kickstarter et travailler sur la communauté, gérer une communauté en amont. Une fois que le Kickstarter est lancé, oui. Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il faut juste répondre, prendre une heure tous les soirs pour répondre à toutes les demandes? Comment ça se passe? On dort plus et c'est la guerre totale, on n'arrête jamais, c'est branle-bas de combat. Donc c'est vraiment un mois très très intense, il faut vraiment répondre à toutes les questions, il y en a énormément. Il faut avoir préparé à l'avance de la communication, donc des vidéos, des textes, des choses qu'on va sortir, pas tous les jours, peut-être un peu au début, mais en tout cas très régulièrement. Il faut évidemment être réactif. On a eu par exemple un YouTuber qui a fait une vidéo YouTube où il disait que tout ce qu'on montrait était fake. Sympa. Très bien, mais il a raison quelque part d'être sceptique. On a dit des choses dans les vidéos qui étaient très ambitieuses. Et donc il a dit non, par exemple les vaisseaux sont pas éditables, etc. Et en fait, dans les 24 heures, on a sorti une vidéo de 40 secondes où on prenait un des vaisseaux qu'il y avait dans le trailer et on l'éditait, on faisait des trous dedans, on construisait des trucs. Et en fait, ça a eu une réponse très positive. Donc il faut être capable d'être réactif et d'avoir aussi des assets qui sont prêts, donc d'entretenir. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça demande vraiment d'occuper le terrain. Moi, je suis parti à ce moment-là aussi faire un press tour. J'ai essayé de rencontrer des médias un peu partout en Europe, aux États-Unis, pour avoir des articles. Justement, c'était ma deuxième question. C'est international un Kickstarter. Absolument. Donc, absolument. On peut décider de faire un Kickstarter franco-français, mais si on a un produit en tout cas qui a vocation à être international, il ne faut pas évidemment se priver de ça. Le Kickstarter de Dual Universe, ça a fonctionné plutôt en France, plutôt en Europe, plutôt aux États-Unis, en Asie? C'est un tiers aux États-Unis, un tiers en Europe et puis un tiers un peu partout ailleurs. Voilà. Donc c'est très important, les États-Unis, l'Europe. Le côté international est très important parce que du coup, vous allez avoir une communauté qui est beaucoup plus importante. D'ailleurs, tout est en anglais sur vos sites. Hein. La communauté française est très importante, mais en proportion, si on regarde justement sur Kickstarter, c'est pas très important, c'est pas plus important que l'Allemagne, que l'Angleterre. L'Allemagne était plus importante. Donc ça, en fait, on est obligé d'avoir une communication qui va toucher un maximum de gens. Alors on pourrait faire toute la communication en français, en anglais, mais aussi bien sûr en allemand, en espagnol, en italien, en chinois. Après, simplement, vu les moyens qu'on a, on est obligé de faire des choix. Et le choix est assez vite fait, puisque l'anglais, c'est quand même la langue que beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, beaucoup de ce que tu veux parlent. Il y avait un community manager spécialement pour le Kickstarter qui ne travaillait que là-dessus? Nos community managers ne faisaient que ça pendant le Kickstarter. Il y en avait plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de canaux. Il y a Facebook sur lequel il y a de l'activité où il faut répondre, il y a Twitter, il y a les forums, il y a la page communautaire, il y a le Kickstarter lui-même où les gens posent des questions. On a fait des AMA, des Ask Me Anything, c'est-à-dire des questions-réponses. Donc il y a énormément de canaux. Et YouTube, évidemment, aussi, où les gens font des commentaires et on doit répondre. Très belle chaîne YouTube. Merci. YouTube, énormément de vidéos, d'assets, de Dev Jerry's. Oui, alors ça, c'est vachement bien. Ça. Après le Kickstarter, se pose la question de savoir comment garder le lien avec sa communauté. Sachant qu'après, en fait, on travaille, on développe le jeu, c'est le principe. Donc, on a besoin de créer un lien. Nous, on a choisi d'avoir un rendez-vous mensuel. Voilà, tous les mois, on montre en toute transparence ce qu'on a développé, ce qu'on a fait, là, les avancements du mois, et on montre. Voilà. Ce qui est hyper rassurant, mine de rien. Ça. En fait, notre challenge, c'est de créer de la confiance, puisqu'il n'y a aucune raison de nous faire confiance a priori. On n'a pas. Ouais. Non mais si on est objectif. Nulle part. Oui, effectivement. Quelqu'un qui me connaît pas, qui sait pas que je suis. Et il y a eu tellement de projets avec on va tout révolutionner, exactement. machin. Donc nous on comprend parfaitement le scepticisme et c'est même sain. Ça montre que les gens
voilà, ils acquièrent aussi de la maturité sur le financement participatif. Et donc, on joue le jeu de la transparence parce que je pense que c'est tout simplement la seule chose qui a du sens, de montrer ce qu'on fait, parce qu'on fait des choses intéressantes, on travaille très dur, donc autant le montrer. Et ensuite, les gens jugeront et décideront s'ils continuent de nous soutenir ou pas, et ça me paraît totalement fair, en fait, totalement... Oui, c'est clair. On va terminer sur le Kickstarter. Quelques anecdotes et quelques conseils de Jean-Christophe Bailly sur faites votre Kickstarter. Comment est-ce que justement cette expérience peut profiter aux autres? Je pense que d'abord le Kickstarter c'est pas une chose opportuniste. C'est d'abord on a une passion, on a quelque chose, un projet qui nous tient à cœur et on pense que Kickstarter va être le bon média parce que il y a une communauté de gens qui peuvent aussi partager ce rêve. Ça s'applique aux jeux vidéo, mais à plein d'autres choses. Bien sûr. Donc faut que ça parte de choses de sincères parce qu'il y a beaucoup de travail en préparation, pendant et après. Donc il faut avoir une certaine flamme pour être capable de le faire, je pense, pour que ça marche vraiment. Le temps des Kickstarter fait avec 3 slides, c'est complètement évolué. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus, justement, c'est en train de maturer. C'est beaucoup plus compétitif. Les levées sont beaucoup moins importantes qu'il n'y a pu y avoir il y a quelques temps. C'est très rare de dépasser les 500 000 euros, je crois, enfin même globalement, tout sujet confondu sur Kickstarter aujourd'hui. Tout simplement parce que les gens deviennent plus prudents, et encore une fois, ils ont raison. Mais il faut vraiment se donner du mal, préparer en amont, avoir une vision claire, communiquer, être transparent, et ça reste un moyen extraordinaire de financer l'innovation, de financer quelque chose qui est pas évident à vendre, à financer en amont par les moyens traditionnels. Et qui permet de rebondir derrière et d'aider, si jamais il y a une réussite, justement, qui permet d'aider au financement traditionnel avec Exactement, des bien sûr. Ok. On va passer à la fin de cette entrevue. Et je voudrais donner l'envie aux spectateurs de découvrir et d'aller se plonger dans Dual Universe. Est-ce qu'on peut dire que, en tout cas, la première perception qu'on en a, est-ce que ça ressemble ou pas à EVE Online? C'est un bon point de départ pour le positionner. Il y a des choses qui sont similaires. On va avoir aussi une économie super réaliste, du gameplay émergent, où les joueurs s'inventent leurs histoires avec des guerres, des choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant et on le garde. Mais on va aussi plus loin sur l'immersion, puisque on a vraiment un monde continu, alors que EVE Online est segmenté en système solaire, mais on a vraiment un monde continu. On a des planètes, on peut se poser dessus, on peut se balader dessus, et puis surtout on peut tout construire. On peut se poser sur les planètes, hein. Bien sûr. Je rappelle que c'est quelque chose et qui existe en fait, pas dans EVE on Online, démarre sur une planète, à vrai dire. Et donc, la deuxième grosse différence, c'est que tout le contenu, y compris les vaisseaux, les stations spatiales, les villes et tout ce qu'on pourra rencontrer, va être entièrement fait par les joueurs eux-mêmes. Donc on a tous des outils en jeu qui permettent de construire ce qu'on veut, des vaisseaux, des villes, des outposts, des constructions diverses et variées. Donc ça, c'est une très très grosse différence parce que ça permet d'avoir vraiment un monde dans lequel les joueurs sont aux commandes et contrôlent vraiment ce qui va se passer. Et à eux de créer une civilisation à partir des minerais qui sont disponibles sur les planètes et des composants de base, du crafting, etc. Alors une civilisation, une ou plusieurs civilisations. C'est ça en fait, ils vont pouvoir créer plusieurs civilisations, il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs territoires, ils vont pouvoir créer autant de civilisations, enfin chaque joueur va peut-être créer sa civilisation. C'est le gameplay émergent. Et après ce qui va être sympa, c'est de voir ces civilisations qui se rencontrent ou pas. Exactement, que va-t-il se passer? Et voilà, donc c'est très très ouvert. On a aussi pas mal travaillé sur les systèmes politiques pour que les gens puissent créer des façons de s'organiser en groupe qui soient très variées. Donc on peut littéralement modifier, passer d'une démocratie à une dictature avec tout ce qu'on veut en intermédiaire. Ça va être aussi intéressant de voir comment les gens s'organisent, comment ils se structurent ensemble. Ça, je pense, ça n'a jamais été fait non plus. Donc il y a une part d'inconnu, il y a une part... on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans le détail. Il y a une grosse part d'économie aussi. C'est fondamental l'économie, parce que c'est ce qui va réguler, si tu veux, c'est un petit peu le poumon de Dual Universe.
quand je mine quelque chose. C'est un peu le game design en fait, enfin, sans être un game design. C'est une sorte de méta game design, pour utiliser des mots un petit peu pompeux, pour dire qu'en fait on ne construit pas des buts du jeu explicites, une histoire, etc., ce qu'on retrouve classiquement dans le jeu vidéo, mais on crée plutôt des incitations, des marchés où les gens peuvent se rencontrer entre une offre et une demande, et on veut plutôt que des équilibres se forment automatiquement dans ce monde, plutôt que de dire où doit être le point d'équilibre. C'est ça la vision. Donc c'est plus compliqué conceptuellement à faire, c'est plus simple à faire au niveau pratique, parce qu'en fait on a moins de contenu à fabriquer, et ce qui rend aussi d'ailleurs le projet réaliste d'un point de vue économique, puisque faire du contenu à la World of Warcraft ou ce que tu veux, c'est des centaines de millions de dollars ou d'euros, c'est pas accessible pour un studio comme nous. Là on a vraiment une approche. En gros, si on veut vraiment être très schématique, les joueurs vont faire le jeu. Voilà, on mélange Minecraft, mais en plus joli, parce qu'on a une technologie voxel, c'est pas des cubes si tu veux, mais ça reste le même principe, c'est-à-dire tu peux tout modifier, et on le mélange un peu à Eve Online, pour le côté économie, politique, émergence, et on a quelque chose qui n'a pas encore été fait, à ma connaissance en tout cas, et qui est vraiment très excitant, parce que là, tout devient possible. On peut être explorateur, empereur, c'est quoi le modèle économique? Alors le modèle économique, c'est un modèle d'abonnement, très similaire pour le coup à Eve Online. On s'abonne tous les mois. Alors on peut aussi... le jeu est gratuit, je peux télécharger le jeu le jeu est gratuit, tu peux jouer, tu pourras jouer avec une période d'essai pendant un certain temps. Peut-être tu as des limites sur ce que tu peux faire. Peut-être même qu'on l'étendra indéfiniment après tout. Ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément encore complètement arrêtées, mais il y aura bien sûr un moyen de tester le jeu. Après, le business model de l'abonnement est très intéressant parce que on n'est pas obligé de payer son abonnement avec de l'argent réel, on peut aussi le payer avec de l'argent virtuel que l'on gagne en fait en ayant des activités dans le jeu. Donc ça laisse un choix entre deux façons, soit on n'a pas trop de temps pour jouer, mais on a un peu plus d'argent pour payer l'abonnement, ou au contraire on passe plus de temps à jouer et on va pouvoir jouer en fait gratuitement. C'est assez intéressant ce modèle. C'est un modèle que Eve Online a développé à l'origine et qu'on reprend. Et je pense qu'il est adapté à un jeu à contenu émergent dans lequel il y a beaucoup des joueurs eux-mêmes qui est mis dans le jeu. Donc il y a vraiment beaucoup d'implications. C'est pas un jeu casual gaming, c'est un jeu... Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément que je m'y mette tout de suite, si je veux terminer les news sur la FJV. Une alpha fermée bientôt, en septembre, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, une alpha fermée... Alors fermée, ça veut dire que pour y accéder, il faut avoir supporté le projet sur Kickstarter à un certain montant. D'accord, donc ce sera uniquement pour les... C'est quelques milliers de personnes qui pourront, être les premiers à mettre les pieds dans l'univers. Privilégiés. Alors en réalité, ils auront accès, ça on l'a dit plein de fois à la communauté, ils auront accès à une partie très limitée du gameplay qui est le gameplay de building. Donc il n'y aura pas l'économie, le combat ou ces choses-là. On s'est concentré juste sur la partie création de contenu building, quoi. D'accord. Qui est déjà un gros morceau et qui va nous permettre d'avoir beaucoup de feedback déjà sur ce qui est quand même une feature centrale. Qui est un point de départ en fait. Qui est un point de départ. Voilà. Mais ce n'est pas tout le jeu, et donc pour les gens qui veulent vraiment sentir le concept Dual Universe dans toute sa largeur, il va falloir attendre un petit peu. Et c'est normal, il y a beaucoup de travail encore. Avant qu'un jeu comme ça sorte, c'est il est complexe, quoi. Vous serez présent à la Gamescom? On sera à la Gamescom, on sera aussi à la PAX West, et donc c'est l'occasion de donc là on pourra voir le jeu aussi, et on pourra vous rencontrer. Absolument, il sera en démo et on peut jouer à ce moment-là sans aucun problème, bien sûr. Ok. Une date pour une alpha ouverte? Non. D'accord. On va pas. C'est très dur les dates. L'idée c'est qu'on va faire plusieurs alphas. Alpha fermée, fin septembre. septembre. Alpha fermée. Il y aura d'autres versions de l'alpha, d'autres levels d'alpha. À un moment donné, quand on sera prêt, on passera en bêta. Et en plus, les privilégiés pourront un peu partager justement leur expérience, faire profiter les autres. Faire des vidéos YouTube et parler de ce qu'ils ont vu, montrer des choses amusantes qu'ils ont pu faire en jeu. Tout ça, ça va être très important. Oui, bien sûr. NovaQuark aujourd'hui développe Dual Universe. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Comment ça se passe au niveau du futur de NovaQuark? Non, il n'y a pas d'autres projets, il n'y en aura pas d'autres. C'est vraiment une société qui est dédiée
à la création, puis ensuite à la maintenance, l'administration d'un univers gigantesque. Donc on ne fait que ça. D'accord. Oui, parce que de toute façon, il y en a pour des années. Enfin, c'est tout ça. le mal qu'on vous souhaite que dans 10 ans, c'est ce qu'on espère, effectivement. Il faille encore gérer. Voilà. Et on aura des mises à jour régulières du jeu, peut-être tous les 6 mois ou tous les ans, qui apporteront des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses. Donc c'est sans fin. C'est pas. D'accord. Donc c'est un sacerdoce en fait. Quand on rentre chez Nova Quark, on épouse Dual Universe et on devient un serviteur de Dual Universe. Disons qu'il faut être intéressé par ce jeu parce qu'on ne va pas faire d'autres choses, mais je pense qu'il est assez intéressant en soi et assez varié. En fait, il y a beaucoup de types de gameplay entre la construction, le combat, l'exploration, la politique, la gestion, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il y en a pour tout le monde, je pense. Ok, et justement à propos de rentrer chez Nova Quark, vous recrutez en ce moment, il paraît? Oui, on recrute, on est une trentaine de personnes aujourd'hui. On a des postes ouverts sur à peu près tous les postes. 30 personnes, basées tout à Paris? Tout à Paris pour l'instant, oui. On verra, peut-être qu'on va ouvrir une antenne. Après, en fonction de la manière dont les communautés vont se développer, peut-être à l'international. Bon, on verra, voilà. Mais pour l'instant, c'est à Paris. Et bien sûr, on est ouvert à des candidatures dans toute l'Europe, par exemple. On a déjà des gens qui viennent d'Angleterre, donc c'est assez intéressant. Vous cherchez quoi comme profil principalement? Alors, on cherche des développeurs gameplay, des développeurs serveurs. On est aussi. En plus, il y a des annonces sur le portail de la FJV qui sont en cours là. En plus, oui. On a des offres qui sont sur la FJV. On a aussi une page sur notre site, évidemment. On va sur dualthegame.com. Et donc, oui, on est ouvert. On est en phase d'acquisition de talents, donc on est ouvert à beaucoup de propositions d'emploi, même des candidatures spontanées. Voilà. D'accord. Principalement développeurs. Oui, c'est quand même ce qui va manger beaucoup de ressources. Oui. C'est le développement. Il y a du graphisme, mine de rien, quand même. Oui, bien sûr, on a une équipe d'artistes. Oui, parce qu'il y a des. J'avais vu, on peut acheter des cockpits, on peut acheter des chaises de pilotes. Qui ont été conçus par des graphistes, j'imagine. En fait, le jeu est conçu autour de ce qu'on appelle des éléments, qui sont des briques de base qu'on peut poser comme on veut, organiser dans un construct, donc ça peut être un vaisseau, une base, etc. Et donc ces briques de base, c'est un peu la grammaire, le langage de base. Donc il va y avoir un cockpit, une lampe, une arme, un container, etc., etc. Donc c'est des fleurs, j'ai vu qu'il y avait une fleur. Des fleurs pour décorer aussi. Donc c'est vraiment les briques de base et on en développe tous les jours, on n'arrête pas. Donc on avait besoin aussi, peut-être moins important que dans des jeux traditionnels qui créent du contenu classique, c'est-à-dire des histoires, des villes, des décors, etc. Parce que par définition, notre vision, c'est que c'est quelque chose que les joueurs vont s'en emparer et ils vont créer ce qu'ils veulent. Mais il y a évidemment beaucoup de choses à faire côté asset de base. Ok, très bien. Bon, je pense que le message est passé. Merci beaucoup Jean-Christophe, c'était passionnant. Je pense qu'on se reverra, on refera ça, une petite interview une fois que le jeu aura commencé, voir comment les joueurs se sont emparés justement un peu de l'univers. Avec grand plaisir. Je pense que ce serait passionnant. Merci beaucoup, Merci. à très bientôt. Au revoir.